23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous, mes chers amis? J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Alors, nous sommes ensemble à notre lundi avec David Abbassi, mes chers amis. Les élections s'est bien passées, je crois. Voilà, vous allez avoir un président très très jeune, 39 ans, avec 70%. David, il pense qu'il va passer devant Marine Le Pen. Mais vous savez, à part de ça, partout on est en train de parler, la surprise, le résultat, que tout le monde était vraiment, on peut dire, surprise, c'était pour tout le monde. Mais nous sommes le 24 avril. Et le 24 avril, c'est la journée de commémoration du génocide arménien. 1,5 million des Arméniens étaient exécutés 1915-1916 par les Turcs. 1,5 million, puisqu'il avait une autre croyance, puisqu'il appartenait à une autre origine. 1,5 million. Jusqu'à maintenant, à ce jour, seulement environ 29 pays, 30 pays, ils ont reconnu ce génocide de 1,5 million d'êtres humains, de braves hommes. Et encore, le combat, ça continue, comme vous le savez, pour que la Turquie reconnaisse ça. Mais ça, c'est surtout maintenant, c'est difficile, mes chers amis. Alors, cet après-midi, il y avait une cérémonie avec la présence du président Chirac et Anne Hidalgo, maire de Paris, Place Canada, pour commémorer 112 ans de cette massacre, de cette génocide. Vous savez, j'avais toujours, depuis mon enfance, des amis arméniens. C'est de braves gens et fidèles, gentils, humains. Mais malheureusement, ils étaient victimes. 100 ans après, seulement 29 pays ont reconnu cette génocide. Alors ce soir, on va avoir deux invités, mes chers amis, et je vous invite à rester avec nous sur 95.2 FM, votre radio, ici et maintenant. L'ambassadeur de Karabakh va être avec nous, et après avec Nesses Abramian. Et bien sûr, vous, toutes et tous, vous avez la parole, vous pouvez témoigner et parler à ce sujet, si vous voulez. L'antenne va être libre également, comme d'habitude, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Vous écoutez votre radio sur 95 FM, radio Ici et Maintenant. Mes chers amis, David Abbassi avec vous.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, mes chers amis, comme vous venez d'être informés par les médias, c'est le 24 avril, la journée internationale de commémoration des victimes du génocide arménien. 1,5 million de braves gens, des innocents ont été massacrés il y a déjà plus de 100 ans, exactement 102 ans. Alors, j'ai le plaisir ce soir de recevoir sur l'antenne M. Nerses Abramian. Pendant quelques minutes, il va être avec nous et on va parler à ce sujet-là. Monsieur Abramian, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abbassi. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va, merci. Je suis désolé, cette commémoration de massacre et de génocide de 1,5 million personnes, c'est tellement grave. Moi, je pensais qu'un jour, pour la première fois, je vais recevoir M. Abramian sur notre antenne pour des sujets un peu plus gais. C'est triste, vraiment tristesse même. Après 112 ans, c'est-à-dire 1915-1916, pendant un an, on a massacré 1,5 million de braves gens, des Arméniens, qui étaient chez eux. En plus, ils étaient chez eux, malheureusement, mais seulement puisqu'ils étaient arméniens. Il avait une autre croyance, une autre origine, par les envahisseurs, on peut dire, parce que ça, c'était des envahisseurs. Après 13 siècles, l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, oui, c'était fait. Alors, cette histoire qui s'est passée il y a déjà 102 ans, M. Abramian, aujourd'hui, ici et maintenant, comment vous le voyez et comment vous pouvez rencontrer pour vos enfants, pour nos enfants, pour les gens qui peut-être ils n'ont pas entendu cette génocide assez énorme que malheureusement jusqu'à aujourd'hui seulement une trentaine de pays a reconnu. M. Abramian, on vous écoute. Oui, c'est vrai que moi je suis déjà un fils de rescapé du génocide puisque mon père, donc toute sa famille a été massacrée en 1915, il était de Trébizonde. Et c'est vrai que c'est assez gênant pour un enfant, pour moi, quand j'étais jeune, parce que je ne savais rien de mes grands-parents du côté paternel, d'autant plus que je ne savais pas ce qu'il y avait dans la famille, s'il y avait, par exemple, c'est idiot de dire, mais par exemple, parfois, je vais voir un médecin, il me dit, est-ce que vous avez ça dans la famille, certains, par exemple, symptômes? Je dis, franchement, du côté de ma mère, je peux vous dire ce que je connais, mais du côté de mon père, par exemple, je ne sais pas. Puisque je ne les ai jamais connus, ils ont tous été massacrés par les Turcs en 1915. Voilà, c'est vrai que depuis tout petit, mon père m'amenait toujours à toutes les manifestations, donc le 24 avril et jusqu'à maintenant, effectivement. Donc même aujourd'hui, j'y étais donc à la manifestation. Il y avait le président François Hollande qui était présent et puis la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. Donc c'est vrai que depuis 11 ans, enfin depuis que j'ai 11 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours participé à la commémoration du 24 avril. Et ça se passe partout dans le monde où il y a des communautés arméniennes. Voilà, malheureusement, c'est la triste histoire. Et c'est vrai que, comme vous disiez, donc ce sont des envahisseurs, puisque d'ailleurs on parle bien d'Empire ottoman, ça veut dire qu'en général, un empire, c'est pas un pays, c'est que ce sont des gens qui ont conquis d'autres territoires qui ne leur appartiennent pas, comme les territoires des Arméniens, des Assyriens ou des Grecs, qui ont été effectivement pris par les Turcs ottomans. Oui. Alors, pour vos enfants, comme vous venez de nous dire que votre père, il parlait avec vous, vous aussi, vous continuez à parler pour vos enfants de cette triste anecdote historique? Oui, malheureusement, oui. Enfin, on est obligé plus ou moins, puisque comme les gouvernements turcs successifs, même 102 ans après, ils nient toujours
une vérité historique. Et malheureusement, qu'il y a une trentaine de pays qui, aujourd'hui, ont reconnu officiellement, donc des pays courageux, bien entendu, le génocide des Arméniens. Il y en a beaucoup, par exemple, comme l'Angleterre, qui ne reconnaît toujours pas le génocide des Arméniens, même, enfin, d'autres pays, je ne vais pas les citer un par un, il y en a malheureusement des pays qui, pour des raisons stratégiques ou politiques, ne veulent pas reconnaître le génocide des Arméniens. Mais nous, on a le devoir, en fait, de transmettre ça à nos enfants pour que ça ne s'oublie pas, jusqu'au jour où il y a effectivement donc la reconnaissance par la Turquie. Donc pour le moment, donc on en est malheureusement loin. Malheureusement loin. Puisque 102 ans après, il n'y a rien qui a bougé chez les Turcs. C'est-à-dire, quand vous dites raisons politiques, économiques, ça concerne la Turquie, c'est-à-dire le monde, il a peur de Turquie, c'est ça? C'est la Turquie qui empêche. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et puis ils ont une diaspora assez importante en Allemagne. Heureusement que l'année passée, donc le président allemand, lorsqu'il y a le centenaire donc, du génocide, le président allemand a reconnu quand même le génocide, tout en disant que nous avons été complices à l'époque. Il l'a publiquement reconnu et malgré tout ça, donc les Turcs ont toujours nié. Comment ça se fait qu'il nie? Il y a des photos, il y a même des films, il y a des preuves incontestables. Oui. Comment ça se fait qu'il nie et les autres, on ne fait pas de tribunaux internationaux, on n'écrit pas fort? Parce que moi je sais, dans les années 80, à l'époque de François Mitterrand, il y avait même l'armée libre d'Arménie, qu'ils ont même attaqué l'ambassade de la Turquie ici, même une personne s'était tuée, et cet conflit, ça existait partout dans le monde, c'est-à-dire, mais malgré tout ça... À l'époque, l'Arménie était dans l'Union soviétique, donc comme l'Arménie n'avait pas de voix à l'extérieur, donc le seul moyen donc de faire entendre donc ou demander la justice pour les Arméniens, c'était malheureusement à l'époque le seul moyen, c'était pour se faire entendre, c'était un peu le terrorisme. Oui. Malheureusement c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier, c'est que tant que vous ne montrez pas une force, personne ne vous écoute. Et comme l'Arménie en tant que pays n'existait pas, elle ne pouvait pas parler, il y a eu donc cette armée qui s'était développée, mais le jour où l'Arménie a eu plus ou moins son indépendance, donc cette organisation ou d'autres organisations, s'il en existait, ont disparu. C'est disparu, parce que même il y avait des prisonniers en France de ce mouvement, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Oui. Alors maintenant, c'est-à-dire le combat, votre combat c'est politique et plutôt, et ce combat politique, ça continue en même temps que vous venez de dire que vous transmettez ça à vos enfants, mais le combat, ça continue comment, monsieur Apramian? Il faudra que la nouvelle génération, d'ailleurs aujourd'hui quand j'étais aussi à la manifestation, comme partout ailleurs dans le monde, même vous savez en Argentine, aux États-Unis, au Canada, en Australie, il y en a partout, au Liban, en Syrie, il y a toujours des manifestations le 24 avril. C'est qu'on transmet ça, la plupart des Arméniens transmettent ça aux enfants pour que la nouvelle génération continue de garder le feu, de manière à ce que cette triste histoire ne soit pas oubliée. Parce que les Turcs continuent de nier, ils ont même détruit toutes les archives en fait qui sont en faveur des Arméniens, et puis ils disent venez regarder, nous pouvons vous montrer nos archives, alors que toutes les archives ont été détruites. Par contre, les autres archives qui se trouvent dans différents pays, que ce soit au Vatican, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, toutes ces archives existent. Alors je ne comprends même pas pourquoi les Turcs disent que il faudra que les historiens effectivement donc se penchent sur le sujet. Mais alors pourquoi depuis 100 ans les historiens turcs, sauf s'il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait? Qu'est-ce qu'ils attendaient pour faire des études et aujourd'hui dire voilà, nous on conteste sur ces bases-là, ils n'ont aucune base de contestation. Et pourtant, ils contestent. Ils disent que non, c'est pas vrai. Ils nient tout ce qui est vérité historique. Pour dire que c'est pour ça. Donc, sinon, effectivement, les Arméniens auraient aimé donc avoir un voisin avec qui on peut discuter. Regardez, la Turquie, par exemple, ferme la frontière aujourd'hui et empêche effectivement que les gens traversent la frontière depuis plus de 100 ans.
enfin depuis les génocides. Mais je ne sais pas comment vous dire, on ne peut pas non plus, quand il y a autant une injustice de cette nature, et qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont le lobby turc qui est partout en Europe. Et puis ils font pression chaque fois qu'il y a une loi qui doit passer. Par exemple, même ici, la pénalisation du génocide des Arméniens n'a jamais pu réussir. Donc ils n'ont pas pu faire passer cette loi en France. Même Badinter, c'était M. Badinter, effectivement, même lui, c'est lui qui avait dit que c'était pas exact, etc. Donc ils n'ont pas laissé passer cette loi. Robert Badinter, il a dit ça, Robert? Oui. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. Ah, Si. Robert Badinter, et tout ça, c'est des relations avec la Turquie. J'avais lu dans des journaux, effectivement, que, comme, si vous voulez, donc, ils ont dit qu'il n'y avait pas de tribunal international qui aurait condamné, parce que les Allemands ont dit que pourquoi le génocide juif est reconnu en France et pénalisé, donc ceux qui nient le génocide juif, ce qui est logique, c'est qu'effectivement, il faut quand même pénaliser tout ceux qui nient le génocide des Juifs. Mais de l'autre côté, parallèlement, pourquoi quand les gens... De toute façon, les lois, c'était uniquement pour se prendre contre les Turcs. Parce qu'à part les Turcs, il n'y a personne qui nie le génocide des Arméniens aujourd'hui. Tout le monde, même s'ils ne disent pas qu'ils reconnaissent, mais il n'y a personne qui conteste la réalité du génocide. Même M. Aplamian, alors mes chers amis, vous écoutez Radio ici maintenant sur 95.2 FM, également par Internet, vous pouvez nous écouter, nous regarder dans le monde entier en tapant ici maintenant.com. Nous sommes avec M. Aplamian, le 24 avril, journée internationale de commémoration des génocides de 1,5 million des Arméniens par les Turcs ottomans. Bien sûr, le pouvoir ottoman, parce qu'après c'était le pouvoir d'Atatürk, Atatürk non plus, il n'a pas reconnu, mais il y avait une grande partie de peuple arménien, des villages, qui, par la force, ils sont devenus musulmans, ou une grande partie des enfants arméniens qui s'étaient récupérés par le peuple turc, agrandis dans les familles musulmanes, et que récemment, j'ai vu quelques reportages, M. Aplamian, que ces enfants, qui aujourd'hui ils sont des personnes âgées, ils désirent revendiquer leur origine arménienne chrétienne. Oui, mais pas la majorité, c'est une minorité d'après ce que je sais. Effectivement, donc il y a un certain nombre d'Arméniens de Turquie qui apprennent, parce que certains ne le savaient même pas, donc ils commencent à apprendre, et puis tout en cherchant dans l'historique ou dans les généalogies, ils arrivent à voir que, par exemple, à un moment donné, leur grand-mère n'avait pas de... il n'y a pas de famille du côté de la mère, donc ils se posent des questions. En cherchant, ils trouvent qu'effectivement, qu'ils sont au moins moitié arméniens pour certains d'entre eux. Oui. Et c'est vrai que la plupart des Arméniens qui ont été islamisés de force à l'époque, ce sont des Arméniens qui étaient en bas âge, que les Turcs ont pris. C'est que les parents avaient été vieux, ils ont pris des enfants, ils les ont éduqués comme des Turcs, ils les ont... ils ont grandi, si vous voulez, en Turquie, en pensant que leurs parents avaient été tués par les Arméniens, alors qu'eux-mêmes, ils étaient des enfants d'Arméniens. Et c'est comme ça qu'ils ont été élevés en Turquie, d'après ce que j'ai lu dans des ouvrages. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que maintenant, certains Arméniens revendiquent leur arménité, ils veulent redevenir chrétiens, certains ont été rebaptisés, d'autres ils revendiquent leur arménité, mais ils veulent toujours, pour le moment, certains d'entre eux, donc rester dans la religion musulmane, puisqu'ils ne connaissent que cette religion, ils ne connaissent pas la religion chrétienne, donc pour eux ça fait trop de changements, donc c'est une minorité pour le moment qui ont voulu se rebaptiser, en fait, plutôt se baptiser pour être des chrétiens. Ces gens-là ne sont pas gênés et dérangés en Turquie, M. Aplamian, on ne les met pas en prison et tout ça? Dans les grandes villes, apparemment pas beaucoup, parce que bon, ils peuvent se noyer un peu dans la masse, mais par contre, dans certaines régions de la Turquie, j'ai vu un reportage donc, sur une chaîne française, je ne me rappelle plus c'était sur quelle chaîne, mais effectivement, il y avait un Arménien qui avait cherché et puis trouvé qu'il était d'origine arménienne, mais entre-temps, il avait épousé en fait une Turque ou une Kurde, plutôt, et qui était donc bien entendu musulman. C'était
c'était justement la famille qu'il avait sauvée quand il était tout petit, c'était aussi des Kurdes. Et à un moment donné, il a voulu devenir chrétien, c'est ce qu'il nous a raconté dans le reportage. Et quand il a voulu reprendre ses origines arméniennes et puis donc se convertir au christianisme, il me dit que son fils et sa femme l'ont quitté. Ah oui. Ce qui fait que du fait de cette transformation, le pauvre se retrouvait tout seul. Même il y avait quelques assassinats à ce sujet-là, parce que je crois qu'on avait fait un film après quelques reportages qu'il y avait des assassinats entre familles, et comme vous venez de dire que par exemple les enfants n'acceptaient pas cet changement de religion et retour. Certain, oui. Ça, je ne sais pas, je connais pas trop ce genre de détails, mais c'est vrai que certaines familles ont été disloquées ou séparées parce que tout le monde ne voulait pas redevenir chrétien étant donné qu'effectivement c'était dans des milieux quand même à très forte majorité, par exemple des Kurdes, quelques-uns qui veulent devenir arméniens chrétiens, c'est pas très très bien vu. Oui. Donc c'est pour ça que je disais que dans les grandes villes, par exemple, je sais pas moi, que ce soit en Ankara ou à Istanbul, un Arménien qui se convertit au christianisme, ça peut passer puisque c'est une grande ville et puis les gens ne se connaissent pas tous, ils peuvent changer de quartier et puis ils peuvent passer inaperçus. Alors que dans des localités un peu lointaines où c'est un peu rural, où il y a beaucoup de gens, pas énormément de gens, forcément donc quelqu'un qui veut changer son statut, il peut être rejeté par la communauté. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens qui veulent se convertir ou qui se sont convertis, ils ont quitté leur lieu et sont allés vivre dans des grandes villes pour pouvoir effectivement continuer à vivre normalement, sinon ils étaient rejetés dans les régions où ils se trouvaient. Alors, il y a eu même un débat, si je me demande. Oui. Il y avait des Turcs, des Arméniens qui étaient turquifiés puis qui étaient devenus musulmans, et voulaient à un moment donné, certains d'entre eux rentrer en Arménie, mais ils ne voulaient pas en fait changer de religion. Et puis bon, il y a eu un débat. Finalement, je ne sais pas ce que ça va donner plus tard. C'est qu'eux, ils voulaient venir s'installer en Arménie, mais avec une religion musulmane. Je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, donc s'ils pourront venir en Arménie ou pas, parce que après il y aura quand même il y aura des complications. Oui. Parce que l'Arménie aujourd'hui, elle est déjà dans une situation très fragile. Il ne peut pas non plus prendre des risques. Disons, avoir des réfugiés sur son propre territoire alors qu'ils sont déjà en très grandes difficultés, surtout avec la guerre qu'ils doivent mener contre l'Azerbaïdjan qui est l'ami des Turcs. Surtout avec question de Karabakh. Oui, c'est ça. Malheureusement, oui. Et la Turquie défend bec et ongle l'Azerbaïdjan, justement pour affaiblir de plus en plus l'Arménie. Oui. Alors, M. Aplamian, le parti, c'est-à-dire quand on dit les Turcs, ils ont adopté les enfants arméniens à l'époque du génocide, en 1916, plutôt c'était des familles kurdes alors. C'était les Kurdes. Oui, souvent. Souvent, c'était les familles kurdes, parce que même dans certaines régions et villes et villages que je peux constater, c'était les endroits que les Kurdes, ils vivaient, qu'ils vivent toujours en Turquie. C'est-à-dire, c'était les Kurdes qui... Oui. Mon père, pareil, donc comme je vous disais, mon père était le seul rescapé. Et en fait, c'est son voisin kurde qui l'avait caché. C'est comme ça qu'il a pu survivre. Et quand il y a eu je me rappelle plus, je crois que c'était les Suisses qui étaient venus, ou les Français qui étaient venus effectivement récupérer les orphelins arméniens. Donc c'est comme ça que lui, il avait pu quitter la Turquie à l'époque. Et puis finalement, lui, il avait été déposé avec d'autres orphelins au Liban. C'est pour ça moi je suis né au Liban. D'accord. Mais c'est vrai, c'était leur voisin kurde qui l'avait caché. Alors, mais c'est vrai que toutes les personnes qui à l'époque ne voulaient pas se convertir ou devenir turcs, ceux qui étaient courageux, donc se donner la mort et même tuer leurs propres enfants à l'époque, ne pouvaient pas devenir turcs. Par contre, les enfants, quand les parents étaient assassinés et que les enfants étaient tout seuls, forcément les enfants ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient que suivre donc les gens qui les prenaient. Pas turcs, alors musulmans, c'est-à-dire, oui. Vous voulez dire musulmans? Oui. Voilà, oui.
parce que même les Turcs, c'était une petite tribu c'est pour ça que quand on voit les visages de peuple de la Turquie, cet joli pays, on se rappelle d'Anatole, des Arméniens, des chrétiens, parce que ça c'était un pays, Rome, c'était une partie de la Rome à l'époque, une partie de l'Arménie. Il y avait une petite tribu qu'ils ont attaqué. Le territoire arménien aujourd'hui se trouve en Turquie. Voilà, oui. 75% du territoire historique arménien aujourd'hui s'appelle Turquie. Ouais. Le mont Ararat, qui est le symbole même des Arméniens, Oui. qui est le mont sacré des Arméniens, se trouve en Turquie. Ouais. Ah, oui. Donc, à un moment donné, donc Erdogan avait demandé pardon pour tout ce qui avait été fait aux Arméniens, tout à fait au début. Oui. Mais depuis, il a tellement changé que on a l'impression qu'il veut revenir donc à l'Empire ottoman. Et surtout, cet référendum, vous pensez que... Il y a un peu espoir qu'il y aura peut-être un rapprochement entre les Arméniens et les Turcs si Oui. les Turcs finissent par reconnaître donc leurs erreurs du passé. Oui. Donc, ce qu'ils ont commis au passé, comme les Allemands ont toujours reconnu vis-à-vis des Juifs. Bien sûr, bien sûr. Alors on avait espoir qu'il y aurait une paix dans la région, et même malheureusement, donc ça s'est vite évaporé cet espoir. Alors, vous pensez le référendum de la semaine dernière en Turquie, ça va aggraver la question arménienne ou non, parce qu'il y a peine de mort qui va rajouter... Oui, ça c'est vrai. Donc l'histoire donc le fait donc de rétablir donc la peine de mort va avoir une pression terrible sur les Turcs même, ou les Kurdes, les habitants qui sont démocrates en Turquie, qui voulaient devenir de plus en plus démocrates parce qu'ils auront peur. Parce qu'une fois qu'un pays est totalitaire, les juges peuvent appliquer une sentence même s'ils n'ont pas vraiment commis de faute, et puis les faire condamner, et puis les faire exécuter. Forcément, les gens vont avoir peur, et puis ils vont se taire, ou bien il y aura une très grande révolution, mais bon, pour le moment, ils en sont très loin, puisque Erdogan apparemment a tout, maintenant il contrôle tout, y compris l'armée. Bien sûr. Alors, donc pour le moment, effectivement, c'est difficile de faire bouger les choses en Turquie, en espérant qu'un jour ils changeront d'avis. Mais c'est vrai, c'est la Turquie qui doit changer d'avis. Parce que jour après jour, ils prennent plus de place dans le monde, et comme vous venez de dire, les autres pays, même loin de la Turquie, ils ont peur de Turquie. C'est-à-dire la Turquie, elle est devenue un point pour terroriser le monde. Oui, parce qu'ils ont aussi une autre vision. Les Turcs, ils veulent avoir un grand espace des pays turcophones. Donc, que ce soit la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc., tous les pays turcophones. En fait, le seul handicap, l'obstacle qu'ils ont, les Turcs, c'est pour pouvoir joindre les autres pays en fait turcophones. Il n'y a que l'Arménie qui les sépare. Ah, oui. Parce que l'Arménie fait obstacle à ce que la Turquie puisse toucher l'Azerbaïdjan. Donc, effectivement, au sud de l'Arménie, vous avez l'Iran, donc qui est un grand pays. Et puis, au nord de l'Arménie, vous avez donc la Géorgie. Donc, il n'y a que l'Arménie qui fait que empêche la Turquie d'avoir pour le monde. Donc c'est pour ça qu'ils font tout en aidant massivement donc l'Azerbaïdjan, de manière à ce qu'ils puissent un jour affaiblir l'Arménie, pour qu'ils puissent couper un peu l'Arménie et avoir un lien direct et réaliser leur rêve d'avoir un très grand pays des turcophones. Alors la guerre de 1916, ça continue. À ce jour. Nous sommes en 2017, comme vous venez de dire, c'est vrai, on a aperçu, M. Apramian, que la guerre, ça continue même aujourd'hui, ici maintenant. Oui, partout. Même aujourd'hui, personne n'en parle, mais par exemple, l'armée azerbaïdjanaise attaque tout le temps donc, les villageois qui sont même pas armés. Uniquement parce qu'effectivement, ils veulent déstabiliser la région, vider la région, pour que justement ils puissent affaiblir au maximum pour pouvoir un jour couper et avoir un lien direct. Pour le moment, donc l'Arménie est toujours gênant. Heureusement, il y a l'Iran qui est un pays voisin, puisque les Arméniens et les Iraniens, les Perses à l'époque, donc ont vécu pendant des millénaires ensemble. Et ça continue. Heureusement, il y a l'Iran qui est toujours présent.
Alors, il y a, les Arméniens. je veux dire pour les amis qui nous écoutent, vous savez, entre la Perse et l'Arménie, il y a déjà l'Arménie, c'est moi qui ai dit, David Abbassi, je prends toute responsabilité. L'Arménie, ça vient de moi, Aria, Iran, Ararat, comme on a dit, tu sais, c'est de même origine, Aria, Iran, Arménie, c'est de même origine, c'est-à-dire l'Iran, c'est le pays des Arméniens, comme c'est le pays de Kurdes. L'origine d'Arménie, c'est l'Iran, c'est la Perse. C'est mitraïsme. Avant le christianisme, vous aviez le culte de Mitra, et le culte de Mitra, c'est vous qui vous l'avez ramené en Occident. Alors, après tout ça, c'est-à-dire l'Arménie, il y a une histoire de l'amour entre la Perse et l'Arménie, comme Lélie et Majnoun, comme Roméo et Juliette, qui s'appelle Khosrow et Shirin, n'est-ce pas? Khosrow et Shirin. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a une communauté arménienne qui vit en Iran depuis plus de 400 ans. Ah oui, qui sont toujours très très bien traités, d'après ce que je sais, puisque tous les Arméniens qui sont en Iran vivent très favorablement, donc ils n'ont aucun problème pour vivre en Iran, donc ça, depuis plus de 400 ans ils sont là-bas. Oui, c'est vrai, non, ils sont chez eux, puisque, comme je viens de dire, Armène, Iran, seulement c'est la religion qu'ils ont accepté 400 ans après Jésus, le christianisme, ils ont accepté le christianisme. Même avant, vous aviez le culte de Mitra. C'est pour ça, une grande partie des mots arméniens, c'est des mots pahlavi, sanskrit, perse. Comme... Monsieur Aplamian, avant de vous laisser partir, dernière question. Alors cet après-midi, à 17h30, la cérémonie a commencé à Place Canada pour commémorer le génocide arménien. À 18h, le président Hollande, il a pris parole, il a parlé là-bas, en Hidalgo, maire de Paris. Mais à 15h30, c'est-à-dire 2 heures avant la cérémonie officielle, Emmanuel Macron était présent. En parenthèse, on va dire que c'est le prochain président de la République française, avec 70% de moi, j'estime qu'il va gagner présidentiel en deuxième tour. Alors vous pensez, avec cette geste de Emmanuel Macron, est-ce que ça sera une continuité, comme c'était à l'époque de Sarkozy, et même avec Patrick Devedjian, concernant la question et la cause arménienne, que la France va dépenser, investir de plus en faveur des Arméniens? Oui, je pense, maintenant je peux me tromper, mais je pense effectivement que d'une façon générale, déjà, c'est vrai que par rapport aux autres pays occidentaux, c'est la France qui soutient, disons, le plus favorablement les Arméniens, ou tout au moins ils essaient d'être neutres et non pas prendre position forcément, systématiquement, du côté des Turcs, comme font d'autres pays européens, pour ne pas les citer. Mais c'est vrai que donc s'il y a Macron qui vient de déposer une gerbe pour la commémoration du génocide, c'est un geste que les Arméniens ont certainement apprécié. Et puis ça montre bien que cette question est toujours sensible et que on peut s'attendre à ce que la France continue ce qu'elle a toujours fait, c'est de défendre les causes justes. Oui. Surtout, vous savez, M. Aplamian, il y a déjà 5 ans, le même jour, le 24 avril, il y avait Hollande qui était candidat et Sarkozy était président de la République. Les deux étaient présents place Canada dans cette manifestation annuelle. À l'époque, tous les deux, ils ont pris la parole et ils ont parlé, c'est-à-dire candidat Hollande, il est déjà 5 ans, et président actuel, à l'époque, Sarkozy. Oui. Mais tout à l'heure, c'est l'information que je vais donner, une partie de nos amis arméniens, surtout les diplomates qui venaient de là-bas, ils étaient étonnés et ils ont demandé pourquoi Macron il est venu 2 heures avant et il est parti sans parler. Moi je crois que ça sera la continuité de notre émission de ce soir que je veux parler sur le présidentiel et les élections. Je crois que Macron il a fait ça pour garder un respect envers le président Hollande. Pourquoi? Puisque Hollande n'est pas son adversaire, c'est son mentor, oui, et lui il ne voulait pas faire la même chose que Hollande il l'a fait à 18h, c'est pour ça qu'il n'a pas parlé, il a mis seulement le gerbe et il est parti. En plus Hollande est toujours le président actuel, hein, voilà. Lui pour le moment il n'a que effectivement donc un futur peut-être président, on verra bien,
j'espère. Mais ceci dit, c'est vrai que pour le moment, c'est pour le président Hollande, donc peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas voulu être présent en même temps que le président au même moment. Exact. Monsieur Narcisse Abramian, je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je parle au téléphone comme ça. Non, c'était bien, c'était excellent. Pas dit des choses. C'était excellent. Je crois que c'était des mots qui n'étaient pas exacts. Non, c'était excellent. Je vous remercie beaucoup de nous consacrer quelques minutes cette nuit, journée historique pour vous et pour le monde entier, puisqu'on est de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle origine, en face de cette génocide historique. Même après 102 ans, on est triste et on va enlever le chapeau pour le respect de votre peuple. Et tout mes respects, M. Abramian, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt, M. Abramian. Merci. Merci et puis au revoir à tous vos auditeurs et à vous-même. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça c'était M. Abramian, mes chers amis, Narcisse Abramian, et puisque c'est la journée internationale de commémoration de génocide arménien, qui a été fait il y a déjà exactement 102 ans. Alors, plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est-à-dire exactement, on dit 1,5 million de personnes qui étaient chez eux, puisque seulement il était chrétien, puisque seulement il était arménien, était massacré par les musulmans ottomans, l'Empire ottoman de l'époque, vous connaissez l'Empire ottoman de l'époque. Alors, les gens qui vont aller chercher loin pour voir qu'est-ce qu'il fait l'islam politique et l'islam violent quand il est au pouvoir, c'est pas la peine d'aller chercher dans l'histoire. Il y a déjà 1000 ans, 1200 ans, 1400. Seulement regardez le dernier siècle, le 20e siècle, et juste au départ, nous avons un exemple assez triste. Mes chers amis, maintenant c'est votre tour qui va commencer et vous avez la parole sur 95.2 FM, mes chers amis, et vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20. Je sais que vous êtes très sensible aux élections aussi. Vous pouvez parler sur tout ce que vous voulez et vous pouvez poser vos questions aussi si vous avez des questions, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Mes chers amis, vous êtes sur 95 FM, radio Ici Maintenant. Bien sûr, sur l'internet aussi, ici maintenant.com, vous pouvez nous regarder, nous écouter, mes chers amis. Alors, après l'histoire de génocide des Arméniens, je sais que vous êtes très sensible aux élections présidentielles, premier tour que s'est tourné hier. C'était très intéressant, vous voyez, pour la première fois dans le monde, médias, ils ont pu jouer officiellement un rôle assez important pour choisir un président. C'est-à-dire le rôle de médias était assez énorme dans cette élection. Ça a presque réussi. C'est-à-dire Emmanuel Macron, il commence depuis exactement avril 2016, depuis un an. Au départ de avril 2016, il va annoncer comme quoi il va créer un mouvement politique En Marche. Et il dit qu'il ne va pas être candidat. Il va dire qu'il ne va pas être candidat aux élections présidentielles. Seulement, il crée ce mouvement pour faire une révolution dans le système et dans la société et dans la politique française. Moi-même, je veux vous témoigner ça. C'est-à-dire, au mois d'avril, exactement, je crois que c'était le 12 avril, j'ai dit alors le candidat pour le présidentiel, il a dit non, je ne suis pas candidat. Après même, il a dit ça officiellement. Dans les médias, nous avons pu constater qu'il disait qu'il n'est pas candidat pour le présidentiel. Pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il a menti ou non? Moi, je pense, dès le départ, il y avait un accord avec le président de la République, François Hollande. Par contre, on dit c'est l'économie, c'est Rothschild, c'est les banques, c'est les finances, etc., qui ont créé de Macron un président. Mais moi, c'est vrai qu'il travaillait pendant un certain temps pour Rothschild, et ça c'est autre chose. Mais moi, je pense que ça, c'était une complicité, si vous voulez, parce que ce mot-là, vous l'aimez beaucoup, entre François Hollande et Emmanuel Macron. Vous aussi, vous pouvez me donner votre opinion dès que vous voulez. Vous pouvez nous appeler, intervenir et parler et vous exprimer. Et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette analyse que moi je vais vous donner, vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Alors, François Hollande, vous savez qu'il en avait marre de son parti politique. Déjà à l'époque, Ségolène Royal, sa femme, est devenue candidat aux élections présidentielles, lui, il avait envie de devenir candidat. Le parti a soutenu Ségolène Royal et Ségolène Royal a retardé l'accès au siège présidentiel pour François Hollande pour quelques années. Après, quand il est président, François Hollande, il est président en train de présider le pays le plus proche des personnes dans son parti politique. Il commence à le critiquer et parler sur son dos et être contre lui. Et surtout ses ministres. Imaginez-vous les candidats de primaire du Parti socialiste, presque la totalité était adversaire de François Hollande. Qu'il soit Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et même Manuel Valls, et tous ces gens-là étaient adversaires, en même temps qu'il était ministre. Le président, en même temps, il était adversaire. Alors ici, moi, je pense, c'est l'histoire que David vous raconte. Alors, Hollande, qu'est-ce qu'il a dit? Il a réfléchi. Il a dit, cette partie ne va pas me laisser me présenter pour le deuxième mandat. Il a cherché quelqu'un pour le remplacer. Et c'est lui qui l'a cherché, c'est lui qui l'a désigné, c'est lui qui l'a créé de Macron un président. C'est mon avis. Alors Macron, il le ramène, pendant des années, depuis des années, ils travaillent ensemble, il le connaît, pour lui, pour le président Hollande, Macron, c'est un garçon gentil, intelligent, jeune et bien, il pense, et fidèle surtout. C'est lui qui a préparé le coup pour Macron, et comme vous pouvez constater, aujourd'hui, il a gagné.
Et lui, il avait raison dès le départ. Pourquoi? Puisqu'il regardait Benoît Hamon avec moins de 10%, 6% même. Il a cassé le parti politique qui appartenait depuis des années, Parti socialiste. Les autres qui étaient contre le gouvernement de Hollande, enfin c'est vrai que c'était Valls qui était Premier ministre, mais le patron c'était lui. C'est-à-dire les contestations pendant 5 ans que Hollande, il est où de son parti, de ses amis, de son cabinet, alors il en avait marre. Pour lui, détruire le Parti socialiste qui ne sert à rien, pour lui c'était tout à fait normal. Alors qu'est-ce qu'il fait avec Macron? Il décide de faire ça. Macron, avril 2016, quand il dit qu'il n'est pas candidat encore, pourquoi il dit ça? Toujours il va garder le respect pour le choix de François Hollande. C'est-à-dire si François Hollande il devient candidat, lui, il n'était pas candidat seulement, il a créé son parti politique, qui, comme vous pouvez constater, dès le mois d'avril, il a plus de 200 000 adhérents, Macron. Alors, à l'époque, il dit, dès qu'il crée le mouvement En Marche, il dit qu'il n'est pas candidat. Pourquoi? Puisque Hollande n'a pas s'exprimé pour dire qu'il est candidat ou non. Mais le temps passe. Manuel Valls aussi, il est tellement pressé d'annoncer d'être candidat d'un côté, et de l'autre côté, Hollande, il donne le feu vert à Macron au mois de novembre, c'est-à-dire exactement le 16 novembre 2016, quelques mois après la création d'un parti politique par Emmanuel Macron, lui, il annonce comme quoi il est candidat aux élections présidentielles. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 5 mois seulement. Dans 5 mois, une personne il vient, et grâce au pouvoir des médias qui le soutiennent, il devient première pour le deuxième tour. Le deuxième tour, c'est le 7 mai. Vous allez voir Chirac, il a gagné en face de Le Pen avec 82%, je crois. Mais cette fois-ci, Macron, ça va être environ 70%. Il va gagner cette coup de présidentielle. À votre avis, qu'est-ce que ça va changer dans l'économie, dans la politique, dans la société française? Que pensez-vous, mes chers amis, concernant cette analyse que David vient de vous donner? Que pensez-vous, comme d'habitude, sur votre antenne, radio Ici et Maintenant, 95 de FM, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20, mes chers amis. 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le
08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM, radio ici maintenant. Vous avez la parole, mes chers amis. Je prends tout de suite M. Boris. Bonjour Boris. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Il est un peu tard, je ne sais pas s'il y a du monde dans l'antenne. Je vais faire rapide parce qu'il ne s'agit pas de mon téléphone, mais c'est service. Si vous pouvez rapprocher un peu plus à votre combiné et parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Je disais, vous m'entendez mieux? Oui, oui. Voilà, je disais donc, je ne vais pas être très long parce qu'il ne s'agit pas de mon téléphone. Mais en fait, je vous appelle parce que, alors, soit vous avez été un petit peu provocateur pour susciter l'envie des gens d'appeler et vous contredire. Mais je pense que vous avez résumé un petit peu trop l'affaire à une affaire entre personnes. Alors, derrière toute cette histoire-là, il y a une nation derrière. Il y a des millions de Français qui sont derrière ça. Et réduire l'affaire Macron à une envie de François Hollande de faire son parti, je pense que c'est un peu trop raccourci. Pour moi, ça va bien au-delà de François Hollande, ça va bien au-delà de François Hollande, qui d'ailleurs n'est même pas décisionnaire de ses décisions. Je pense qu'il y a des gens bien au-dessus, bien plus influents que lui, qui ont fait en sorte qu'Emmanuel Macron soit là. Déjà, il y a Jacques Attali qui est pas loin derrière, et il faut voir partie des photos, ce monsieur-là. Il y a les DHL, d'ailleurs, qui a disparu depuis ces fameuses affaires de guerre en Libye et tout ça, il a disparu, et là, il réapparaît derrière M. Macron, et à tous ses soutiens un peu visibles. Ces gens-là, bon bref, il y a quelque chose qui ne va pas derrière ce monsieur-là. Et
là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que monsieur, comment s'appelle, monsieur le président de la République aujourd'hui, on avait marre que son parti soit un petit peu disséminé à gauche à droite et qu'il y ait des contestations à l'intérieur, donc il a décidé de mettre M. Macron un petit peu en avant. Je pense que c'est vraiment un très, très grand raccourci en fait. Pour moi, ça va bien au-delà de ça. M. Macron va obéir à des intérêts qui dépassent bien au-delà de nos frontières en fait. Et là, il n'y a qu'à voir, hein, M. Macron, il est artisan de la loi El Khomri, parce que la loi El Khomri qui a été pondue par la Commission européenne et qui a été poussée par lui avec le traitement de Mme El Khomri. M. Macron est derrière la vente de Alstom sans condition à General Electric, qui est un groupe américain. Donc bref, ce monsieur-là, je pense, a été poussé par des intérêts extérieurs pour arriver à la tête de la France. Et derrière ça, vous verrez, pendant les 5 ans de Macron, là où Sarkozy a réussi à dépouiller le pays pas mal, et que ça a été continué par M. Hollande, Macron va le faire, mais en 10 fois plus rapidement. Et il va dépouiller la France 10 fois plus vite que ce que l'on fait. Et je ne pense pas que ce soit parce qu'on dira que c'était une erreur de François Hollande d'avoir placé la main. François Hollande n'a rien placé du tout. Ce gars-là a été placé. Je ne dirais pas malgré François Hollande, mais je pense que François Hollande, ça fait partie de sa continuité. Mais je pense que là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous par rapport à cette espèce d'innocence de François Hollande de le mettre là. Et demain, quand on va s'apercevoir que c'est une grosse catastrophe, on aura plus les yeux pour pleurer et dire que notre président fait une grosse gourde en le plaçant là. Ça vient pas de lui, ça vient au-delà. Et je pense que les Français ne l'ont pas compris. Il y a des candidats qui ont essayé de dénoncer ces choses-là pendant la campagne. On a entendu avec l'aide des médias et tout ça, ça a été masqué, ça a été caché, et les Français, malgré tout ce qu'on dit là, le général de Gaulle définissait les Français comme des œufs, et j'ai bien l'impression malheureusement qu'il a raison, parce que pour qu'on ait Macron et Marine Le Pen en finale, en affiche finale de présidentielle, malgré tous les autres candidats qui arrivent, même si c'est pas fameux, franchement, c'est que les Français, soit ils sont manipulés, ou soit vraiment ils ont un esprit critique très très réduit, quoi. Voilà, je vais pas trop long. Si vous avez une question, ou bien est-ce que j'ai été entendu, je ne sais même pas. Oui. Mais je peux vous répondre quand même, Boris. Oui, merci. Merci. Je vous remercie de partager avec nous votre pensée. Et je vous remercie aussi de contester ce que David vient de dire. Je vous remercie beaucoup. Mais vous n'avez cité qu'un seul nom seulement, Jacques Attali. Et autre chose que vous avez dit que c'était au-delà de Hollande, du président Hollande. Ces deux choses-là, la question maintenant, cher Boris. Déjà, vous n'avez cité que Jacques Attali. Jacques Attali, ce n'est pas un patron pour Hollande, c'est une personnalité qui travaillait avec François Mitterrand, comme Hollande travaillait pour Mitterrand, et ses deux copains. Et aujourd'hui, Jacques Attali, c'est un philosophe, mais Hollande, c'est président de la République française. C'est-à-dire, c'est lui le patron et tous les autres camarades sont sous ses ordres. Déjà, première chose. C'est-à-dire, même des gens comme Jacques Attali, parce qu'il ne faut pas oublier les projets de Macron, c'est l'histoire de clé USB de Jacques Attali qui est proposé à Sarkozy. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça ou non. C'est la première chose. Deuxième chose, cher ami, comme vous dites au-delà de ça, au-delà, c'est vrai, mais tout ce que vous voulez dire, que vous n'avez pas dit, n'oubliez pas, le patron de la France, c'est le président. C'est le président François Hollande. C'est le patron de la France. C'est-à-dire, même s'il y a des sociétés de finances, sociétés de je ne sais pas quoi, des économies, des investissements français en dehors de la France, etc. Le patron de tout ça, patron de la France, c'est François Hollande. C'est François Hollande, c'est une personnalité politique qui gère politique et l'économie de la France, qui gère le gouvernement de la France. C'est ça que, mon cher ami, permettez-moi que je finisse, après je vous laisse la parole aussi. Ne vous inquiétez pas. Merci. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse la parole. Une chose que de temps en temps, on est un peu naïf, on dit c'est les banquiers qui ont sélectionné, par exemple, Macron. Les banquiers sont à l'ordre du président de la République. Président de la République avec n'importe quel décret.
qui peut délivrer, il peut sanctionner, ou il peut changer certaines règles n'importe où, même dans les finances, même dans les banques. Mais nous avons pu constater, et concernant le Panama Papers, que la France a perdu, selon François Hollande, plusieurs milliards de dollars. Il n'a rien fait. Pourquoi? Puisque c'est le système. Lui, il est garant, président de la République. C'est ça que vous devez le comprendre. Il est garant du système politique économique du pays. Et c'est lui qui est le patron. C'est-à-dire les autres sont tous à l'ordre de patron. Le patron, c'est Hollande. C'est ça que vous devez le comprendre. C'est ça qu'il a bien joué autre chose, Boris. Tu sais comment il a joué? Dès le départ. Il savait que Valls était contre lui. Valls était parmi les gens qui ont participé aux primaires contre Hollande. Moi, excuse-moi, je vais vous dire un exemple personnel. Par exemple, un ami, il va aller dire à Hollande, président, vous mettez Valls ministre de l'Intérieur, ça va être dangereux pour vous. Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est moi le patron. Je peux l'enlever quand je veux et tout ce qu'il fait, c'est sous mon contrôle. En plus, quand il est ici, je peux mieux contrôler. C'était le cas. Pardon, dernière chose que je veux te dire. Après, je t'écoute. Le dernier coup qu'il a fait contre Valls, c'était quoi? Il a nommé Premier ministre. Valls, il pensait que, oh punaise, il est devenu Premier ministre, c'est bien. Mais il ne savait pas. C'était le dernier trou. Dernier trou pour le faire tomber dedans. Il a donné le poste de Premier ministre. Je vous écoute, Maurice. Allez-y. D'accord. Bon, alors, tout ça, je suis d'accord. Mais sauf que il y a le statut de président qui le place au-dessus de tout. Je suis d'accord avec vous. Sauf que dans les faits, il n'est pas autant président. Comme un mari est censé être le patron de la maison, et vous verrez que dans 90% des cas, à la maison, le vrai patron, c'est madame. Donc, monsieur Hollande n'est pas le patron en France, parce que s'il était le patron en France, il ne se serait pas fait désavouer par autant de ministres, il ne se serait pas fait désavouer par même son ex-femme, il n'aura pas eu autant de bévues que ça. Il a eu tellement de bévues, ce monsieur-là, qu'on a bien vu qu'il n'avait aucune autorité, ni sur son gouvernement, ni sur rien. Même les opérations extérieures qu'il a faites, ça a été en dépit de lui-même. Ce gars-là n'a même pas eu le temps de réfléchir ou de prendre connaissance des dossiers qui prenaient position, en tout cas publiquement, il prenait position. Or, il n'a même pas eu le temps de réfléchir à la situation. Qu'à contraire de Jacques Chirac, qui lui prenait le temps de vérifier ce qui se passait au niveau international avant d'intervenir ou ne pas intervenir. François Hollande, à peine les Américains bougeaient le doigt, il était derrière, il suivait. Il n'était pas le patron. Ça, c'est théoriquement son statut lui donnait le statut de patron, il ne l'a jamais été. En tout cas, s'il était vraiment le patron, à ce moment-là, il tombe sous le coup de la loi qui a été retirée, en tout cas de trahison d'État. Cet homme-là a trahi parce que vu tout ce qui s'est passé, vu tout ce qui a été rendu à la France, vu les théâtres d'opération dans lesquels la France sans aucun intérêt pour la France, c'est-à-dire que cet homme-là, en réalité, a trahi la France du début à la fin. Il a mis un ministre comme Macron, qui a dilapidé pas mal de choses en France. S'il a fait en connaissance de cause, c'était en trahison. Aujourd'hui, M. Macron arrive président, alors que vous avez cité, au bout de 5 mois de campagne, le gars, il arrive à convaincre 22% des votants, quoi. Je n'arrive même pas à comprendre. En gros, je vais m'arrêter là parce que vraiment, je vais prendre dans le téléphone de la personne à qui je vais emprunter. En gros, je suis triste pour la France et je peux vous dire, je suis d'origine étrangère. J'avais déjà appelé sur un radio ici maintenant pour dire que, étant d'origine africaine et sachant, nous en tout cas, sachant l'indépendance du pays retirée aux mains du peuple et donnée à un pantin pour servir les intérêts des puissances étrangères, nous savons ce que c'est. Et nous savons la frustration que c'est. Nous ne souhaitons pas aux Français, parce que nous aimons la France, nous ne sommes pas là en France juste pour gratter les allocations, comme le pensent beaucoup de Français. Nous sommes là parce que nous aimons la France. Si nous ne l'aimions pas en arrivant, nous avons appris à l'aimer, nos enfants sont là, on pense à nos enfants, et je vous jure, et nous voyons, nous, de loin, que la France est en train de perdre son indépendance. La France est pilotée par ailleurs, par loin d'ici.
c'est des gens loin d'ici qui pilotent la France, qui vident la France de sa substance, et demain, et d'ailleurs on est en train de créer un ennemi intérieur à la France, c'est-à-dire que les musulmans sont montrés du doigt. Quand demain il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de travail, eh ben, les Français, on se regardera en chien de faïence et on va commencer à se tirer dessus en oubliant que les traîtres qu'on a mis au pouvoir, qui ont dépouillé la France de toute sa substance, on va s'accuser les uns les autres d'être responsables du désarroi du pays. François Hollande, contrairement à ce que vous dites, et je pense que vous trompez, n'est pas le patron dans ce pays-là. Il pense être, mais il ne l'est pas. Allô? On vous écoute, mais n'oubliez pas, N'oubliez pas. C'était juste ce que je voulais dire. Oui. Bon, je vais devoir vous laisser. Je vous écoute sur la réponse que vous allez me donner. Et j'espère que d'autres auditeurs appelleront. Mais vraiment, je suis triste pour la France parce que j'aurais aimé un avenir plus glorieux pour la France. Et je pense que ça va aller qu'en s'empirant. Je suis désolé d'être défaitiste et ne pas être ne pas être un rêveur, mais franchement, voilà, je suis triste pour la France et je pense que les Français s'en rendront compte quand M. Macron commencera à dessiner les plans qui ont été préparés ailleurs pour les Français. Et là, les Français se rendront compte peut-être que ce n'est pas que Mamadou et Mohamed et d'autres qui sont en train de vider la France de sa substance, mais que ça a été fait par les gens qu'eux-mêmes ont placés là-haut. Et moi, personnellement, je vous dis, parce qu'on dit les étrangers ne votent jamais pour le Front National, je n'irai pas voter pour le Front National, mais j'irai pas faire barrage, j'irai pas mettre mon bulletin de vote pour Macron parce que je pense que il est bien plus dangereux pour la France que Marine Le Pen ne serait. Marine Le Pen serait dangereuse pour les classes pauvres, pour les étrangers, les immigrés. Elle sera dangereuse pour ces gens-là, mais moins dangereuse pour la France que Macron. Franchement, Macron, franchement, c'est quelqu'un qui me donne des boutons quand je vois ce qu'il y a derrière lui. La mécanique qu'il y a derrière, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Il n'y a rien qui peut arriver de pire à ce pays que ce gars-là. Et quand je dis ce gars-là, c'est surtout ce qu'il y a derrière lui. C'est pas lui, c'est tout ce qu'il y a derrière lui. Ce gars-là, pour moi, c'est l'équivalent de George Bush. George Walker Bush, là, je sais pas quoi, le fils du premier Bush, là. Pour moi, c'est l'équivalent. C'est un mec qui sera là, sera un bonhomme de paille, et derrière lui, il y aura des gens qui vont mener les manettes. Comme sa campagne a été menée, financée par d'autres gens, d'ailleurs, on ne sait pas, c'est occulte. Personne ne dit qui l'a payé. On verra, mais je pense que l'avenir me donnera pas tort. Et je pleure déjà pour la France, et mes enfants et les enfants de tout le monde. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. Je vous laisse et je vous écoute. Vraiment, je vous écoute toute la nuit s'il faut. Merci. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Et c'était Brice, c'est pas Boris. Ah, d'accord, merci. Non, parce que tu sais, on ne vous entend pas bien, il y a un problème de son, puisque vous ne prenez pas bien le combiné de téléphone. Je ne sais pas si quelqu'un dort là-bas ou non, parce que quand vous ne prenez bien le combiné de téléphone, votre son pour la radio et même pour nous, quand on va vous écouter, c'est un peu difficile. Mais je vous remercie beaucoup de votre témoignage, mais les autres, merci alors, bonne soirée. Merci, au revoir. Alors, vous avez la parole, vous pouvez intervenir et donnez-nous vos avis à ce sujet-là. Mais une chose que je veux dire en attendant que vous allez commencer à composer le 08 92 23 95 20, je vais vous dire quelque chose. Déjà, vous savez, il faut faire comme les autres. Quand vous avez un président, au lieu d'aller contester, manifester, essayez de le ramener dans votre chemin. Et vous pouvez le ramener. Vous pouvez le ramener. C'est vous qui vous décidez. C'est-à-dire, si vous décidez, bien sûr, comme un président de la République, 100%, il ne peut pas prendre des décisions. Un président, il est patron, c'est vrai, mais 100%, il ne peut pas exécuter ce qu'il pense. Une partie, puisqu'il y a plusieurs organes de pouvoir. En même temps, ça vous concerne aussi, ça vous concerne, ça, vous aussi, de votre volonté, de votre programme, vous pouvez imposer si vous êtes intelligent. Si vous êtes intelligent, je vais vous donner un seul exemple. Regardez Macron, il a dit en Algérie, c'est crime contre l'humanité. Après, quand il avoue qu'il avait des contestations, tout de suite il a dit crime contre humain. Il a changé d'avis. Plusieurs d'autres fois, il a changé d'avis. Beaucoup de candidats, ils ont changé d'avis. Beaucoup de présidents, beaucoup des élus, ils ont changé d'avis quand ils voient les contestations des gens. Vous aussi,
au lieu d'attaquer, d'insulter, de faire... Maintenant que vous êtes pour ou contre, qu'on est pour ou contre, lui, il va être président de la République pendant 5 ans et il va obtenir environ 70%. C'est David qui le dit. Grâce à Dieu, je ne suis pas un voyant. Moi, je ne suis pas un voyant. Mais les analyses que j'ai données depuis 40 ans, 95%, c'était correct, surtout concernant cette élection. J'ai annoncé, il y a déjà une semaine, j'ai annoncé 5 premières personnes. Seulement, je me suis dit, entre Fillon et Macron, j'ai douté qui va faire face à Mme Le Pen. C'est tout. Après, je savais très très bien que Mélenchon va être très loin, d'être dans la course pour le deuxième tour. Et j'avais cité exactement comme vous pouvez constater. Mais seulement, je veux vous dire, moi, entre Macron et Fillon, je n'étais pas sûr que Macron va obtenir plus que Fillon. Mais sinon, je savais que Le Pen va être au deuxième tour. Et j'ai annoncé sur mon page Facebook, dans mes émissions de télévision, diffusées tous les jours et par semaine, j'ai annoncé. Et même après, j'ai dit que Mélenchon va être 4e. Et Hamon, il va être 5e. Et il est 5e. Je dis ça exactement pour les candidats présidentiels pour l'Iran. Pas cette fois-ci, la semaine dernière. La semaine dernière, moi, j'ai donné 5 noms et il y avait 1700 candidats. Il y avait 1700 candidats. Je donnais le nom de 5 personnes. Parmi les 5 personnes que je donnais, 4 personnes s'étaient enregistrées et ils ont devenu candidats. Ahmadinejad, ce qu'on l'a quand il est devenu président, avant qu'il porte candidat, David Abbassi, il a dit qu'il va être candidat, il va gagner. Khatami, la même chose, etc. Je ne suis pas un voyant, mais on analyse et on est bien informé. Quand vous êtes bien informé, vous analysez bien, c'est là que vous obtenez de bons résultats. Et surtout que si vous continuez... Par exemple, un des problèmes que l'Occident il a actuellement, en parenthèse, je veux le dire, vous pouvez dire à votre prochain président qui sera Macron, voilà, c'est quoi? Ce qu'on ne doit pas oublier la Turquie. On ne doit pas écarter la Turquie de nos informations quotidiennes. C'est-à-dire les services français. Les services français doivent mettre sur l'écoute et regardent officiels toutes les chaînes de télévision turques et tous les discours de M. Recep Tayyip Erdogan. Vous devez tout écouter, enregistrer et analyser. Et dès maintenant, regardez, on est le 24 avril 2017, c'est 2017 que je vous dis. Puisqu'il y a un autre pouvoir dans le monde musulman, et je n'ai rien contre la Turquie, j'aime bien la Turquie, j'aime bien le Turc. Ce pays-là, j'ai visité des dizaines de fois. En plus, je n'ai rien non plus contre Recep Tayyip Erdogan, puisque lui, il était un bon président pour son pays. Son pays, il était très très pauvre. Très très pauvre. Son mouvement politique, il a pu ramener à ce point-là qu'ils sont actuellement dans des pays très riches et les gens vivent bien. Mais moi, je veux dire, quand ils vont sortir de l'extérieur de leur pays, et les paroles, quand ils vont adresser aux autres, c'est là que vous devez vérifier, méfier. Sinon, c'est quelqu'un qui est un bon président pour son peuple, on n'a rien à dire, hein. C'est pas à nous de juger Recep Tayyip Erdogan, mais on peut le juger si il entre dans nos frontières. C'est pour ça, mes chers amis, actuellement, où si Macron va être président, préparez-vous pour parler, pour vous exprimer. Par exemple, le marché quand va être libre, question de Uber. Regardez combien de personnes ils travaillent. Les taxis aussi, je sais qu'ils travaillent moins. Mais ils travaillent quand même. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le marché. La pauvreté, c'est très grave. Racisme, discrimination, c'est grave, c'est insupportable. Mais tout ça, il faut le dire tous les jours. Il faut parler avec les responsables, avec vos députés. C'est-à-dire que vous devez participer dans la vie sociale, civile, politique.
Qu'il soit président de la République, votre premier ministre, votre ministre ou votre député, vous devez réagir en même temps que vous venez sur l'antenne de la radio, mais ici maintenant vous parlez. Ça aussi, vous faites des courriers envoyés. Et surtout, je vous admire, c'est-à-dire je vous aime toutes et tous. Je vous assure, quand je vous écoute sur cette antenne radio ici maintenant, je vois que vous êtes tous des gens très intelligents, très sages, une sagesse qui existe chez vous. C'est formidable. Alors, de temps en temps, certaines analyses, il faut le rediriger. C'est-à-dire, c'est question de la direction des analyses, mes chers amis. Sinon, vous êtes tous des savants, des gens très intelligents. Je vous ai écouté cet après-midi. J'ai constaté que vous étiez chacun un professeur qui parle à l'université. Moi, j'ai vu plusieurs universités dans le monde, hein, même en Turquie, Liban, en France. Je vous assure, vous êtes bien, vous êtes très très bien. Vos analyses de temps en temps, c'est formidable. Mais de temps en temps, certaines choses, il ne faut pas toujours marcher dans la négativité. Au moins, vous devez essayer de positiver la négativité. On peut le faire, ça. Vous devez ramener la lumière dans le ténèbre. On peut ramener ça. Si vous dites c'est le ténèbre, il n'y a pas de lumière, essayez de ramener la lumière dans les ténèbres, vous allez voir que vous pouvez changer des choses. Vous pouvez changer des choses. Vous avez la parole encore. Mes chers amis, n'oubliez pas, en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. C'est vrai que c'était le surprise. Cette surprise était même pour Mme Le Pen. Et j'ai entendu certains parmi vous qui vous pensiez qu'on avait triché. C'est-à-dire qu'il soit pour candidat qui est devenu 10e ou 11e, ou Mme Le Pen, tout le monde pensait d'être première et elle est devenue 2e. Alors, écoutez, tricherie non plus, personne ne peut pas le nier. Ça peut exister. Mais il faut le prouver. Alors, comment vous pourriez prouver? Comment?
être actif, vous deviez être présent dans les bureaux de vote, et être membre de comité, etc., partout. Si vous étiez partisan d'un candidat, en même temps, vous deviez vous inscrire dans votre quartier pour être membre de bureau de contrôle de l'élection. Vous n'avez pas fait ça. Alors maintenant, je sais, même regardez Mélenchon. Mélenchon lui-même, quand on a posé la question, il a dit « Je vais entendre encore jusqu'à 10h, 11h du soir et tout ça. Qu'est-ce que ça va changer ?» Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que tu vas attendre? La tête, quand il a la tête comme c'est, M. Mélenchon, comme quoi il pense que s'il reste encore au nord, ça va changer, et de 4e, il va devenir 2e, c'est cette tête qu'il a, je suis désolé, cette pensée qu'il a, ça montre qu'il manque quelque chose. Mais vous, c'est-à-dire une partie des gens, vous êtes flattés par les paroles, et par certaines choses qu'on va vous dire. Puisque c'est terminé, maintenant on peut parler, puisque maintenant ça ne va pas jouer contre M. Mélenchon, par exemple, que moi-même j'ai beaucoup de respect pour lui, pour Alexis également, Corbier et tous ces gens-là. Mais quand même, imaginez-vous, M. Mélenchon, pendant des années, il est député, il est sénateur, il était ministre, c'est un élu. Depuis 1980 à ce jour, qu'est-ce qu'il a fait en faveur de toutes ces paroles qu'il a lancées quand il était candidat aux élections présidentielles? Quand même, vous êtes sénateur. Vous êtes sénateur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez proposé des lois et vous les avez défendues et vous avez demandé de votre peuple, les gens qui ont voté en votre faveur, pour défendre vos projets, s'il vous plaît, les gens. Le peuple, surtout. Philippe, plutôt, il disait le peuple. Réfléchissez un peu. Mais quand même, pour Fillon, quand vous feuilletez l'histoire de la France, c'est vrai qu'il était partout, mais il a fait des lois. Quand vous tapez, il y a des lois Fillon. C'est vrai, lui, Macron, il a 39 ans, il a commencé très jeune. Mais il y a des lois de Macron, quand même. Il a créé du travail pour certains, quand même. Et vous allez voir, puisque moi, en même temps que je suis écrivain, tout ça, je connais un peu l'économie, le business et tout ça. Imaginez-vous certaines promesses qu'il a données. Ça va changer le paysage de l'économie française. C'est-à-dire les sociétés peuvent être créées facilement, vous pouvez travailler sur votre compte, exonérer de certaines cotisations qui tuent les sociétés. Les sociétés, ils sont massacrés par l'URSSAF. Avant que les impôts ils viennent faire saisir de votre compte à la banque, c'est le URSSAF qui le fait. C'est les travailleurs, c'est les syndicats. Vous ne savez pas. Alors, il faut une révolution quand même. Il faut un changement. Ce changement, vous ne le comprenez pas, pour la plupart des sociétés en France, quand ils déposent le bilan, avant tout, c'est les banques et l'URSSAF. Ils ne peuvent pas rembourser leur crédit. Deuxièmement, peut-être de temps en temps, premièrement, ils ne peuvent pas verser les allocations d'URSSAF. Et pour la plupart des fois, les impôts, que tout le monde sont contre les finances, et Bercy et Centre des impôts, ils vous facilitent le paiement. Il fait moins le saisie de comptes bancaires des gens que l'URSSAF il fait et les banquiers eux-mêmes ils font. Mais ils font une révolution dans ce système-là. Dans ce système-là que pour la plupart des sociétés, ils créent et le lendemain, ils sont en faillite. Et pour la plupart de vous, vous voulez travailler, mais vous avez peur de créer votre société. Mais il y aura des changements dans ce domaine-là, c'est-à-dire ce système, augmentation de TVA par exemple, de 22%, celle de Fillon, avec tout le respect que j'avais pour Fillon et que j'ai toujours, ça ce n'était pas correct, idéal. Augmenter le TVA, parce que pour la plupart des gens, quand vous augmentez le TVA, il ne peut pas augmenter son sandwich. Il ne peut pas augmenter Orange et le Clémenty qui le vendent. Il ne faut pas augmenter le TVA. Il faut taxer les riches. Il faut taxer les riches. Les gens qui gagnent plusieurs milliards de dollars par an,
Il faut les taxer. Mais il ne faut pas dire comme Nathalie, les riches, ils ont triplé leur argent, fortune et tout ça. S'ils ont bien gagné leur vie, il ne faut pas être jaloux. Mais de l'autre côté, l'État, il va prendre pour partager pour le peuple. Alors c'est pour ça, il faut bien réfléchir. Alors, Le Pen, ce matin, j'ai entendu quelque chose, j'étais un peu étonné. La plupart des gens qui ont voté pour Le Pen, ils n'ont pas voté, même pas pour l'immigration, soi-disant, selon ce reportage que je vais vous faire écouter, c'est 1 minute. Ou pour le travail, les pauvres, les gens qui n'ont pas de travail quand ils votent en faveur de Mme Le Pen. Ils ne votent pas pour trouver un boulot. Ils votent pourquoi? Puisqu'ils ont peur de quelque chose. Cette peur, il vous fait militant de cette partie, par exemple. C'est ça qu'il faut penser et il faut le régler. Et chercher d'où est-ce qu'il vient. Imaginez-vous, ça c'est très intéressant, je vous invite d'écouter. C'est très court. C'est 1 minute. Madame Le Pen, bonjour. Est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi. C'est Madame Le Pen qui est questionnée. Mais ça va pas ou quoi? Mais lâchez-moi. Ça va pas. Chez moi immédiatement, enfin, mais vous êtes complètement malade. Je suis accidenté, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Marine Le Pen. Mais lâchez-moi. Putain, mais vous êtes en train de faire une examen comme ça. Lâchez-moi. Je le sens. Alors, ça, c'est l'autre chose. C'est de la com, les militants. Écoute, on a parlé avec des dizaines d'entre eux tout le week-end. Tu vas voir, ils sont beaucoup moins dans la com. Alors, les médias journalistes, comme vous, je pense qu'ils sont tous bobos, socialo, écolo, islamophobes. Islamophobes? Oui. C'est-à-dire contre les musulmans? Non, pour les musulmans. Ah, donc islamophiles. Oh, islamophiles. C'est quoi le problème aujourd'hui pour vous? C'est l'immigration, avec ceux qui arrivent, avec les enfants qu'ils font. Demain, on sera minoritaire et demain, on sera l'islam. Le pays, c'est plus trop la France en fait. On est bouffé par l'islam, ça fait peur. Ils veulent être musulmans, rester avec tout ce qui est ramadan, tout ce qui est culturel dans leur pays, mais le faire ici, donc c'est pas possible, qu'ils retournent chez eux. Et ils le disent, qu'ils viennent pour prendre la France, l'Europe et tous les pays. Et qui dit ça? L'islam. C'est quoi le principal problème de la France pour vous aujourd'hui? Eh bien, vous voyez qu'on est envahi. Par qui? Vous voyez bien par qui. Il n'y a pas tous les pays d'Afrique. Vous voyez des musulmans dans la rue, vous vous dites quoi? Ah ben j'ai peur. J'ai peur, je baisse les yeux. Pour moi, un musulman est un musulman et un Français est un Français. J'aime les Arabes qui sont comme nous. Ils ne vivent pas comme nous, ils sont en dessous de nous. Quand vous dites qu'ils sont en dessous de vous, qu'est-ce que vous voulez dire? En dessous de nous, ils ne sont pas fins comme nous, ils ne sont pas intelligents comme nous, ils ne sont pas comme nous, ils sont sauvages. Et à la sortie du meeting, on a même vu un geste, comment dire, ambigu. Mais je prends l'air, mais laisse-moi faire. Ah, il va photographier là. Non, parce que... Mais sinon, ils sont apaisés. Ils sont très, très, très apaisés. Voilà, ça, ce n'était pas nous, hein. Ça, c'était TF1, et ça, c'était Yann Barth, et quotidien, dans son truc quotidien qu'il fait, quotidien, reportage fait par Hugo, le jeune homme qui travaille avec Yann Barth. Vous voyez, c'est ça qui était diffusé sur une chaîne que plusieurs millions de gens le regardent. Comme vous avez pu constater, la plupart de ces gens-là, ils disaient qu'ils avaient peur de l'islam et des musulmans. Et c'est ça que c'était les militants de Mme Le Pen, hein, puisque vous n'avez pas, vous, l'image. L'image, c'est fait, et c'est une prise d'image dans un meeting de Mme Le Pen. C'est-à-dire, les gens qui vont voter pour Mme Le Pen, ils ne votent pas pour trouver un travail ou pour pouvoir augmenter son salaire de fin de mois ou l'allocation qu'il touche. C'est pourquoi, puisqu'ils ont peur de cet islam qui est en train de faire la guerre en Irak, en Syrie, après lui ici. Et malheureusement, même un policier innocent, un policier qui vient garder la sécurité
de votre pays, de votre ville, de votre avenue le plus belle, Champs-Élysées, on va sortir le mitraillette et on va le tuer. Les gens, ils ont peur de ça. C'est-à-dire, c'est de propagande. Partout, vous pouvez dire ce que Charles de Gaulle il a dit concernant, mais ça ne concerne pas tout le monde. Imaginez-vous, la plupart des gens, ils croyaient qu'après l'histoire de Champs-Élysées qui s'était fait jeudi, et les élections, c'était le dimanche, 48 heures après, tout le monde pensait qu'il va donner 4-5 points à Mme Le Pen. Tout le monde pensait ça. Mais vous avez pu constater, et vous l'avez vu, c'est déduit les points de Mme Le Pen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes intelligent. Le peuple, il est intelligent. Le peuple, ce n'est pas ce peuple-là qui à l'époque, vous dites, on a dit ça. Le peuple, il est intelligent, il réfléchit. Regardez aux candidats, quand on le voyait, pour la plupart des gens, ils posaient la question, d'abord, où est votre programme? Et deuxièmement, il disait que je vote pour son programme. C'est-à-dire les gens qui sont en train de lire les programmes. Mais c'est vrai, n'oubliez pas, actuellement, nous sommes dans la mondialisation. Ce n'est pas cette question, ce n'est pas arrivé ici maintenant, aujourd'hui. Ça existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les engagements de l'Europe en faveur des alliés, qu'ils soient britanniques, américains, vous devez aller le lire, quand même. Il y a un certain engagement. Et après, ce que tout le monde le dit, c'est vrai, ce n'est pas, la France ne prend pas la décision 100% ici à Paris, à Élysée, ou à Matignon. Il y a l'Europe. Vous avez raison, de temps en temps quand vous contestez. Mais imaginez-vous, la personne qui donnait les slogans de Frexit, il est où? 10e. C'est-à-dire, ce qu'une partie des gens pensent qu'il y a complot, il y en a, n'oublie pas, il y en a le complot. S'il n'y avait pas le complot, mais de temps en temps, les gens, ils ont peur de dire ça. Par exemple, même Fillon, au départ, il disait complot, mais tout de suite, il a changé de mot. Même à la fin, il a perdu. Vous avez pu constater pour rien du tout. Demain, vous allez voir, il va aller être jugé. Il va être blanchi comme les autres. Mais n'oubliez pas, les gens qui étaient contre lui, il était déjà condamné. Et les gens qui étaient contre lui dans son camp, ils ont encore des procès. Ça, vous avez raison, comme quoi tout n'est pas tellement clair et net. Mais pourtant, il faut être positif, il faut essayer d'arranger et faire changer la tête de nos dirigeants en faveur de ce que vous voulez. C'est-à-dire si, comme les Arméniens, chaque année, le 24 avril, vous commémorez le génocide des Arméniens, alors même président de la République, même le candidat, il vient pour vous saluer. Mais vous ne faites pas travail d'équipe. Vous ne créez pas, vous devez créer des associations, des mouvements, des groupes. Et après, exprimez-vous, manifestez. Vous allez voir, vous pouvez tout changer, mais on parle seulement. Moi, comme je viens de vous dire, vous êtes très intelligent, on est très intelligent, c'est-à-dire le peuple français, il est très intelligent, qu'il soit, comme ils disent, les enfants des émigrés, en plus, ces gens-là, puisqu'ils ont une culture de contestation, une culture historique et très très riche, de temps en temps, certaines analyses qu'ils donnent, puisqu'ils donnent avec le doute, quand vous mettez le doute n'importe où, cette analyse va être mieux que les autres, puisque vous doutez des choses. Il faut douter, mais une fois que vous avez douté, vous devez aller pour arranger ça, pour imposer une partie de votre volonté. Alors, en composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole, et encore quelques minutes, David est avec vous ce soir, mes chers amis, comme tous les lundis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com.
L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Pour répondre à Nathalie concernant les conflits quand ça va se terminer, tous ces conflits-là que vous voyez dans le monde va pas terminer. Il va changer d'emplacement, c'est tout. Pétrole existe, les banques existent, le financier existe dans le monde, les guerres vont continuer. Il a les usines, il fabrique des armements, surtout maintenant c'est moderne, hein. Voilà, il faut l'essayer, il faut le vendre. Après, il y a le pétrole. L'exportateur de pétrole, il doit dépenser l'argent. Et stabilité dans les quartiers proches et Moyen-Orient. Non, ça ne sert à rien. On ne peut pas gagner de l'argent. La guerre, ça continue. Dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, le conflit, c'était conflit israélo-palestinien. Israélo-palestinien, chaque pays arabe, musulman, il avait son mouvement palestinien. Alors vous savez que Al-Fatah, c'est-à-dire le mouvement palestinien, OLP, il était composé de plusieurs dizaines de petits mouvements palestiniens. C'était une union. Alors, à l'époque, Kadhafi existait, Bachar, son père, Hafez al-Assad existait, à l'époque, Saddam Hussein et tous ces gens-là, chaque pays arabo-musulman avait un petit mouvement terroriste palestinien. Et voilà, le quartier général, c'était le Liban. Ils ont détruit le Liban, et les guerres, c'était entre eux-mêmes. Ils ont tué Zahir Mohsen, ils ont tué les autres. Alors, ils faisaient des guerres entre eux, comme Daesh, ils font actuellement. Jabhat al-Nas d'un côté et l'autre de l'autre côté. Mais ce conflit, après François Mitterrand, ça a été changé. Et c'est-à-dire, quand Mitterrand il est venu, il était pour deux États, palestiniens et israéliens. François Mitterrand, vous savez, il avait un rôle assez important dans l'Afrique du Sud, dans l'ex-Pologne, Lech Walesa, pour Chili, et pour Palestine et Israël. François Mitterrand avait un rôle assez important, un messager de paix. C'est lui qui l'a... L'idée, c'était de François Mitterrand, de serrer la main de Yitzhak Rabin, Shimon Peres, avec Yasser Arafat à l'époque. Alors, quand ce conflit a été réduit un peu dans le quartier, ça a commencé dans le pays de ex-Union soviétique, histoire de Tchétchène, Yougoslavie, vous vous rappelez tout ça. Les guerres, le conflit, ça continuait là-bas. Tati, Montparnasse, explosion 66 Champs-Élysées, les attentats et tout ça à Paris. Ça, c'était... le conflit a été ramené de Liban, de Moyen et Proche-Orient, vers l'Europe de l'Est. Alors, Tchétchénie, ex-Yougoslavie, tout ça, c'est terminé. Alors après, le champ de combat,
a été changé. Après, c'était Al-Qaïda, c'était Taliban. Taliban, ça veut dire les étudiants de la religion musulmane. Talib, ça veut dire étudiant. Étudiant. Taliban, sans pluriel. Quand on disait Taliban, c'est-à-dire c'était des élèves des écoles musulmanes. Ça, c'était fondé, comme vous savez, par le CIA, par l'argent d'Arabie Saoudite. Toujours l'Arabie Saoudite donne l'argent. Après, le cerveau et la tête, c'est les Américains. La plupart des fois, c'est les patrons de CIA, l'ex-directeur de CIA ou les gens en fonction. Ils créent le mouvement. Alors, à l'époque, même il y avait Moudjahidine d'Afghanistan qui faisait face à l'Union soviétique. Alors, les Saoudiens, par le biais de Ben Laden, ils viennent pour aider Moudjahidine. Ça devient un pouvoir, une force. Après, il y en a Al-Qaïda. Alors, le conflit va aller de Tchétchénie, de ex-Yougoslavie, de l'époque et tout ça. Il va aller en Afghanistan pendant un certain temps, même avant ou après. Et les Américains vont attaquer. Mais vous voyez, le conflit, ça existe. Ça continue. Il change de géographie. C'est l'emplacement qui change. Après tout ça, c'était quoi? C'était, après l'Afghanistan, c'était l'Irak. Après l'Irak, c'est la Syrie. Et voilà. Et ça continue. Même demain, si ça se termine en Syrie, vous allez voir, avant qu'il soit terminé en Syrie et en Irak, déjà c'est commencé en Libye. Après Libye, il va attaquer les autres pays voisines de là-bas. Et le conflit, ça va continuer en Nord d'Afrique. Ce conflit, ça va continuer. Alors, comment on peut le régler avec l'intelligence? Ici, on ne va pas prendre parti d'une partie en disant qu'il y a une guerre entre deux pouvoirs, deux puissances islamiques dans le quartier. Nous, on va être avec ça ou avec l'autre. Non. Et vous devez essayer de ramener vos dirigeants aussi, d'être neutres. Ne soutient pas une partie. Parce que sinon, ce conflit-là va toucher partout. Surtout maintenant, ce n'est pas seulement deux forces islamiques dans le quartier, il y en a trois. Comme je vous ai dit plusieurs fois, maintenant, la Turquie aussi, il est entré dans le champ de combat et actuellement, il est le plus fort par rapport d'Iran, République islamique d'Iran chiite, Arabie Saoudite, wahhabite qui soutient les sunnites, soi-disant, qui ne sont pas d'accord avec lui. Et vous avez les Turcs, Recep Tayyip Erdogan, il est très très fort. Et lui, depuis, il fait face aux Occidents. C'est pour ça que j'ai demandé, allez-y, écoutez, mettez sur l'écoute toutes les émissions de télévision et tous les débats, tous les discours de ce pays-là. Vous allez voir, ça mérite d'être écouté. Le conflit, ça va continuer. Ce conflit de pétrole, Daesh, qui a servi Daesh? Le pétrole qui était à $100, $110, la Turquie l'obtenait gratuitement. Gratuitement. Même il y avait le dossier qui est sorti, comme quoi le fils de monsieur était dedans, mais personne ne parle pas. Après, il y en a l'histoire de Panama Papers. Une grande banque française, Société Générale, qui était exonérée de plusieurs millions de dollars, euros, d'impôts, il est dans le coup. Et plusieurs milliards d'euros, la France a perdu, selon le président de la République, François Hollande. Pourquoi? Puisque, avec les sociétés offshore, ils ne payaient pas les impôts ici, pour une grande partie de leur gain. Alors tout ça, quand vous allez la rassembler, vous allez voir qu'une partie de vous avez raison. Vous avez raison, 100%. Mais toutes ces analyses ne doivent pas nous ramener dans la négativité. On doit aller dans la positivité. Il faut être positivité activée pour régler ça. En même temps que vous vous exprimez, vous devez prendre votre plume, écrire des associations et défendre vos intérêts. Et bouger. On peut changer des choses. L'exemple, même si vous avez l'argent du monde, regardez M. Donald Trump,
Depuis des années, il avait envie de devenir président de la République. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il y a un feuilleton cartonné qui est fait depuis une vingtaine d'années, 25 ans, je crois 20 ans. Là-dedans, à l'époque, leur champion, c'était Trump comme président de la République, président des États-Unis. Il y a déjà 20 ans, il a fait le film. Lui, il avait envie de devenir. Pourtant, il était tellement riche, il avait tellement d'argent. Mais la richesse et la volonté de Trump, il a mis 20 ans pour prendre le pouvoir. Pourquoi? Puisque d'abord, il fallait qu'il soit le parti politique. Il l'accepte. Mais ici, cette intelligence, c'est vrai, ce n'était pas d'une personne ou de deux personnes, c'était un comité, sans aucun doute. Cette intelligence qui vient de créer un parti politique, et moins d'un an, il prend le pouvoir, et lui-même, il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'argent, Macron. Il n'était pas riche comme les autres. Il n'était pas riche comme M. Sarkozy, comme même M. Mélenchon, parce que chaque fois quand vous participez aux élections présidentielles et vous dépassez le 5%, surtout vous dépassez le 10%, etc., vous touchez plusieurs millions d'euros. Et cet argent, vous investissez dans votre mouvement politique. Et voilà. Tout ça, on ne devait pas aller chercher les bêtes. On doit dire que voilà, cette personne, puisque maintenant vous êtes obligé de l'accepter, il est votre président pendant 5 ans, qu'on est pour ou contre. Cette personne qui pendant 1 an, il a réussi un programme pour lui-même et ses amis, vous voulez dire ses amis, son équipe et tout ça, il peut faire ça pour vous et il peut faire ça pour le pays. Soyez positif. Voilà, c'est le dernier mot de David. Soyez positif. Pensez qu'il peut faire bien, aidez-le et contester, critiquer, continuer à critiquer, parce que c'est avec le critique que vous devez être constructif. Et on va voir ce qui va passer dans les années qui viennent. De toute façon, la mondialisation, ce n'est pas question et l'histoire d'aujourd'hui. Ça existe depuis des siècles et des milliers d'années. Et on ne peut pas le changer, mes chers amis. Certaines choses, on ne peut pas le changer, mais par contre, on peut sortir de ténèbres vers la lumière. On peut abandonner d'être négatif et être positif. Je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis à la prochaine, mes chers amis. Au revoir. Je vous embrasse toutes et tous. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet,